Livre quatrième de la musique, des bruits rythmés. Parce que la musique compte le temps sans presque aucune complaisance, elle tend vers la forme d'un objet invariable, se détache du corps humain en action. Pour mieux marquer ce caractère, il est bon de traiter d'abord du rythme musical. Ce rythme n'admet que par réception des silences arbitraires. Ainsi, n'importe quel bruit fait apparaître la loi. Le tambour fait une musique véritable, par des intensités différentes qui reviennent dans un certain ordre, divisant et subdivisant le temps. Toutes les actions font un rythme par l'alternance du repos et de l'effort, et les signes vocaux qui servent de signal pour les actions en commun ont naturellement aussi ce caractère, car il faut un signal d'avertissement et un signal d'exécution. Même les ordres qui sont donnés de loin sont toujours donnés selon un rythme. Ainsi, la division du temps remplace l'articulation. Pour marcher au pas, on est amené aussi naturellement à marquer plus fortement un des deux pas. Le rythme le plus simple est né de la marche en ordre, mais le musicien ne s'arrête point là. Un artiste, tambourineur, inventera des fantaisies rythmiques. Il sait, marqué par des intensités différentes, deux groupes de deux et même deux groupes de quatre. Ces rapports de nombre, surtout dans les mouvements rapides, ne permettent aucune fantaisie. Ce qui est en trop est désordre. Et le bon musicien se reconnaît surtout à ce qu'il compte les silences. Nous touchons ici aux nuances de la musique la plus compliquée, car même dans les mouvements lents, il y a une rigueur du rythme, une marque imperceptible pour les groupes de groupes. Enfin, un cours régulier des sons qui portent les variations et ornements, mais il y faut plus de volonté qu'on ne croit. Faute d'observer cette règle, la musique revient à la poésie, et si les paroles chantées ne soutiennent pas alors la musique, l'auditeur s'y perd. Même sans paroles, les sons émeuvent toujours, car ce sont des cris purifiés ou bien des bruits purifiés. Mais il faut que ce soit des passions d'un moment. Il faut que la musique nous sauve toujours et nous relève. C'est ce qui fait dire que la musique excite les passions. On oublie que toute passion s'exaspère par ses effets, de quoi la musique nous délivre. La même méprise s'observe pour les larmes, qui marquent un soulagement dans la peine. Mais bornons-nous au rythme. Je ne vois guère qu'un rythme hors du binaire, c'est le ternaire, dont l'origine naturelle est peut-être dans le bruit des moulins, ou bien des batteurs en grange. Toujours est-il que ce rythme a ceci de remarquable qu'il exclut la marche, et apporte ainsi toujours l'idée du loisir et du jeu. Composé avec le binaire, selon deux groupes de trois, il perd son caractère propre, mais communique à la marche une légèreté de promenade. Ce qui est le plus remarquable, c'est que le bruit rythmé à lui seul s'est déjà trompé et rassuré par des contresens vigoureux, appelés syncopes, mais seulement lorsque le rythme est bien établi. Chacun pourra observer que le rythme gagne en puissance par ses contradictions et ses reconnaissances. Ce plaisir est commun à tous et redresse la nature humaine comme il faut. Quand ces jeux se mêlent à un mouvement lent, il faut que les sons ou la voix y aident, mais ces rebondissements sont toujours propres à représenter le cours d'une vie. Car vivre, heureusement, c'est se retrouver et se reprendre. C'est pourquoi la musique est propre à régler le souvenir par une représentation d'un temps plein mais raccourci, où la consolation porte la peine. On pourrait dire que la poésie voyage parmi les choses et la musique dans le temps surtout, c'est la bonne historienne des sons et de la mélodie. La voix naturelle est un bruit, surtout dès qu'elle augmente par les passions, elle change continuellement, va au suraigu et au grinçant, et enfin ne présente rien, une agitation indéterminée. Mais la voix, surtout dans la jeunesse, dans la force ou dans la sécurité, se pose quelquefois d'elle-même et s'imite elle-même en croissant et décroissant. L'attention du parleur se porte alors sur le signe même et se plaît à le prolonger. Ainsi se font les signaux accoutumés dans la vie des champs, au lieu que les signaux d'alarme sont des cris. C'est pourquoi une belle voix humaine fait toujours penser à la paix des campagnes, et l'on pourrait même dire que tout chant est campagnard. C'est pourquoi il plaît à la ville comme toute paysannerie. Le son, même pur, même étudié, ne peut rester longtemps le même, par cette loi qui veut que l'on change d'attitude. Mais le passage insensible d'un ton à l'autre ressemble au cri. Le chanteur ne peut plus s'écouter et se suivre. Le chant naturel consiste sans doute en de tels passages, mais courts, toujours terminés par quelques sons soutenus et reconnaissables.
et il est rare que le chant le plus parfait soit exempt de tâtonnements. Toutefois, il est vrai que le signe humain, j'entends de l'équilibre, de la santé, de la joie humaine, consiste toujours en une suite de sons soutenus et bien distincts. Et la perfection du chant consiste toujours à conduire un même son du faible au fort sans le changer, car c'est la marque la plus parfaite de la possession de soi. Le mot pureté a un sens bien riche et assez fort. On comprend pourquoi les fantaisies du chant ainsi que les difficultés vaincues plaisent par elles-mêmes, et d'autant plus que le corps conserve mieux la liberté et l'aisance et montre moins de fatigue. C'est un plaisir de délicat, en ce sens que la voix chantante révèle tous les mouvements intérieurs. Mais ce genre de plaisir dégénère s'il est seul, et la foule en vient à guetter les signes de la crainte ou de la fatigue, ce qui n'est pas loin de la cruauté. Quand la musique est belle, ce genre de plaisir est relevé par d'autres et contribue en même temps à les soutenir. Dans tous les arts, on remarque un intérêt qui serait presque animal, comme de voir une femme jeune et belle, mais qui est avec d'autres humanisée par une contemplation supérieure. L'art produit donc une discipline du corps par une considération d'objets choisis ou façonnés. Et la musique est peut-être de tous les arts celui qui a le plus de puissance sur nos passions. C'est pourquoi ceux qui aiment trop leur passion n'aiment point la musique. Pour nous en retenir au son et au chant, disons que l'autorité du chanteur n'est jamais si grande que lorsqu'il obéit lui-même strictement à la loi magistrale. Cette obéissance exprime l'admiration vraie bien mieux que ne feraient les discours, et la pureté des sons est ainsi le plus bel hommage à la loi posée par le maître. Et c'est le propre de la musique de ne pouvoir exister que par des admirateurs exercés. Ainsi, le musicien n'est jamais seul devant la foule, le peintre n'a pas ce secours. La parole, dès qu'elle est un peu animée, dessine toujours une espèce de mélodie. On peut s'en rendre compte en écoutant une interrogation, une exclamation, un blâme, une concession, une restriction. On remarquera que la voix, partant du grave, monte d'abord à l'aigu, par de grands sauts, puis péniblement et par degrés plus rapprochés, pour se maintenir enfin au plus haut dans la discussion passionnée surtout. Ainsi apparaît une loi musicale de première importance, d'après laquelle les intervalles sont plus serrés à mesure que le son s'élève. La physique conduit aussi à cette loi par d'autres chemins. Essayez déjà de la vérifier en inventant quelques chansons simples. On voit ici que la mélodie est assujettie à d'autres lois que la simple combinaison des notes, et qu'il y a des mélodies naturelles. Sans doute la nécessité de se reposer de certains sons par d'autres serait-elle aussi à considérer. Mais le détail nous échappe. Toutefois, il est insensible. Il est sensible que la première moitié d'une phrase musicale nous laisse en attente, comme si des sons ou intervalles non utilisés encore devaient naître à leur tour, avant le repos équilibré. Disons enfin qu'un son n'est jamais simple, et que l'oreille y distingue un mélange de sons dont quelques-uns dominent. Ainsi, la mélodie pure serait possible, j'entends celle qui est suggérée seulement par la nature de chaque son, et qui le continue selon l'attente. Et ce genre d'invention est réservé aux chanteurs naïfs. L'usage des instruments, le besoin d'innover et la composition écrite conduisent dans d'autres chemins, souvent rocailleux. Des chants populaires. Le chant naturel se rencontre presque partout dans la musique populaire et ne se trouve guère ailleurs. Ce chant se suffit à lui-même. Il est plein et soutenu sans le secours de l'harmonie. On ne voit même pas ce que l'harmonie pourrait ajouter. Nulle musique n'a autant de corps ni autant de force, aussi résiste-t-elle au temps. Le goût s'est gâté presque partout dans les campagnes, par l'invasion des sourds refrains, mais les chants populaires y sont restés ce qu'ils étaient, semblables aux formes vivantes. Ils ne peuvent que garder leur forme ou périr. Aussi l'école du chant devrait se borner à ces antiques modèles. Le chanteur ne peut alors s'égarer ni se troubler. Ainsi, porté dans sa jeunesse par la belle musique, il pourrait ensuite porter l'autre. Enfin, cette musique résonne en elle-même et se renforce d'elle-même, invitant le chanteur à se livrer, à oser, et en même temps, par la disposition du corps qui est ici commandée, toutes les passions sont déliées. Aussi faut-il dire que cette musique est du genre contemplatif toujours. Cela est sensible dans les complaintes et les récits. La musique contraste toujours avec ce que la chanson dit, mais elle les contraste toujours comme il faut, opposant à la misère humaine une consolation d'avance, et comme une vue sur un long déroulement du temps. Il n'y a peut-être pas de musique gaie, mais on ne peut pas dire non plus que la musique soit triste, car le vrai musicien, encore bien plus que le vrai poète,
repousse ses peines et les maintient en face de lui, à distance de vue humaine. On appelle quelquefois mélancolie, faute d'un meilleur mot, cet état où l'on contemple ses propres malheurs et tous les malheurs comme des objets qui passent et déjà lointains. La musique figure merveilleusement ce souvenir et cet oubli ensemble. L'âme chanteuse a son bonheur en elle. Le poète dit la même chose, mais moins bien. Souvent il déclame et s'efforce, mais la vraie musique s'y oppose et ne s'accommode que du calme souverain. Il est assez clair que dès que les forces de combat s'inscrivent dans la musique, il n'y a plus de musique, tout au plus une déclamation chantée. On aperçoit qu'il y a une musique pure en deux sens. La musique naturelle est pure dans le sens le plus plein, mais la musique instrumentale parvient à se purifier autrement, comme nous verrons. Le progrès de la musique instrumentale devait tuer la véritable musique vocale, qui est l'improvisation recueillie, scrupuleuse, réglée sur les bruits extérieurs, autant qu'ils font quelquefois réussir des musiques, et aussi sur ce que chaque son annonce et appelle, sans compter la danse presque immobile du chanteur qui règle aussi les sons pour l'équilibre des muscles. On comprend que nous n'ayons que des souvenirs de cet art ancien, mais choisi par la préférence des plus habiles chanteurs, et que les plus grands musiciens ne dédaignent pas de prendre comme modèle ou thème. On compte pourtant que les nègres improvisent encore. L'histoire admirable de Consuelo termine le règne de la mélodie naturelle. Jean-Christophe est un pianiste, et certes, ce n'est pas méprisable, mais enfin les dieux ne chantent plus. Des chœurs. Il y a des sons qui se contrarient et s'annulent, de la même manière que les mouvements à contretemps dans un travail commun. En revanche, il y a des sons qui se renforcent par la rencontre favorable de beaucoup de petits mouvements. Il suffit de savoir là-dessus que l'air transmet les sons par des compressions et dilatations qui se communiquent de proche en proche et que ces vibrations sont d'autant plus rapides que le son est plus aigu. D'après cela, il arrive que deux sons purs entendus en même temps fassent un son variable et comme chevrotant. Ainsi, deux sons peuvent faire un bruit, mais deux sons peuvent faire aussi un son plus puissant où l'on reconnaît une foule déjà qui chante. Il n'est pas nécessaire de connaître les causes physiques de l'unisson de l'accord et de la dissonance. Le corps tout entier s'y met de la même manière qu'il file le son, conduit la mélodie. Mais il y a cette différence qu'alors il prend l'autre pour modèle et maître, et l'autre aussi, ce qui fait une belle amitié d'un moment. On pourrait dire qu'il y a deux manières de s'accorder à d'autres, dont l'une est de suivre la mélodie et de fier à son propre et de se fier à son propre talent. C'est la moins parfaite. L'autre plus libre malgré l'apparence est de s'accorder à l'autre comme pour une danse et d'improviser, si l'on peut dire, avec lui. Je crois que l'improvisation en duo, trop peu pratiquée, est le vrai moyen de parvenir à la sonorité parfaite, plus rare encore que la justesse, parce qu'elle tient compte des nuances, de l'accent et du corps même de la voix. Mais aussi il est de la nature des chœurs de garder la simplicité et la lenteur, et de n'arriver même à la force qu'après une épreuve et une sorte d'entraînement. Un chœur serait donc toujours écrit de façon à régler d'abord les voix l'une sur l'autre. La musique instrumentale a fait oublier un peu trop ces règles prises de la nature. Presque toujours les parties sont trop séparées, trop réglées aussi par la mélodie. On n'y trouve que rarement ces profondeurs du son, ces étendues pleines, cette joie affirmative qui sont le privilège des voix accordées. Même souvent, l'accord ne subsiste que par la même mélodie reconnue, surtout dans les mouvements rapides. Et en cela, les voix ne font qu'imiter les instruments. Les voix perdent beaucoup à ces jeux difficiles. Et la musique populaire se moque des recherches harmoniques. L'unisson des voix est l'accord le plus simple, c'est aussi le plus puissant, mais c'est aussi peut-être le plus difficile. L'oreille a de la complaisance à l'égard des parties qui se séparent, se retrouvent et jouent. Elle n'en peut avoir pour l'unisson, car l'unisson est plat et faible s'il n'est plus plein et plus riche que tout accord. Et l'auditeur en juge dans ce cas-là comme il faut sans ce travail d'attention que réclame la musique instrumentale, plus riche en combinaisons, mais moins puissante que la musique vocale naturelle, parce qu'étant trop détachée des passions, elle a aussi moins de prise sur elle. Il faut que la musique véritable soit un cri selon la loi. On dit beaucoup qu'il faut du nouveau en musique, et c'est peut-être vrai de la musique instrumentale, destinée principalement à réveiller de l'ennui. Mais les belles chansons restent belles, et l'on ne s'en lasse point.
des instruments. Je veux considérer ici non pas les ressources de l'orchestre, mais seulement les instruments les plus parfaits et qui ont le plus contribué à changer l'inspiration musicale. Tels sont le violon, l'orgue et le piano. Le violon est le plus humain, j'entends celui qui dépend le plus des mouvements et de l'équilibre du corps humain. C'est aussi le moins mécanique des trois et celui que la science a modifié le moins. La forme du violon s'est conservée en s'adaptant à la manière des formes animales. Les meilleurs violons ont été naturellement préservés, transmis et plus tard copiés scrupuleusement, ce qui a fini par fixer de petites différences dues au hasard. Tout le progrès ici s'est donc fait par la tradition et par un culte aveugle du passé et la passion des collectionneurs, bien qu'étrangère quelquefois à l'amour de la musique, a pourtant servi la musique. L'art du luthier a ainsi tous les caractères d'un culte. La musique n'est plus dans l'homme, mais elle est partout dans les choses autour. Un violon sonne merveilleusement chez un luthier, par toutes ces caisses de résonance suspendues. Mais il se peut qu'un luthier n'entende rien à la musique. Toujours est-il que ces travaux de sourds résultent d'autres chants, si l'on peut encore dire, qui n'ont rien de la voix humaine, mais qui ont aussi leur étendue, leur passage facile ou difficile, leurs intervalles préférés. L'archer y joue naturellement son rôle. Il naît de l'archer une prononciation, si l'on peut dire une articulation et un accent que la voix humaine ne suggère point. Et il y a une respiration du violon qui dépend de la longueur de l'archer. Or, il arrive presque toujours que celui qui écrit pour le violon connaît assez l'instrument pour tenir compte de ces conditions, même sans y penser. Et il est naturel aussi que l'exécutant préfère les compositions qui font le mieux sonner et parler d'instruments. Il y a donc une musique de violon, comme il y a une musique pour la voix. Essayez de chantonner seulement quelques musiques célèbres, écrites pour le violon, vous saisirez la différence. Et du reste, chacun sait assez que le violon a bien plus d'étendue que la voix. L'orgue s'est perfectionné par mécanique, mais il y a des parties de l'orgue, comme le clavier, qui sont filles d'expérience aveugle seulement. Et il est clair que cette forme du clavier détermine déjà toute une musique. Les intervalles y sont figurés pour les yeux, pour les mains, les modulations aussi et les accords. Il faut noter au sujet de l'orgue que les traits du pédalier dépendent encore plus de l'instrument et la forme de ses traits, aussi bien que certaines pratiques d'harmonie qui dépendent de la même cause se retrouvent dans toute la musique d'orgue et même assez souvent dans d'autres musiques, car l'improvisation à l'orgue, qui est de le métier, et a été la source de beaucoup de compositions qui ont gardé toujours la marque originelle. Le piano, dernier venu, est pourtant celui de tous les instruments qui influent le plus sûr sur la composition musicale. Il ne manque pas de compositions pour orchestre, de musique théâtrale et de chansons qui sont nées au piano. Un musicien exercé les reconnaît sans peine, d'abord par la forme des traits et des ornements, et aussi par la marche de l'harmonie. Il est juste de dire que le piano d'aujourd'hui revient à l'expression et tient au corps humain, non pas tant par le toucher, comme on croit, que par les pédales qui font entrer plus ou moins toutes les cordes en résonance. À propos, et par touches rapides, ce qui donne une variété admirable, et même des chants soutenus. Aussi l'improvisation sur le piano peut suffire aux musiciens, et telle est la véritable origine de cette autre musique pure, si différente de la chanson pure, moins humaine aussi, moins puissante sur les passions, et qui incline le goût musical vers les jeux mélodiques et harmoniques. Il reste à dire un mot des virtuoses. Il y a des virtuoses du chant, toutefois la nature ici est bien plus forte, et bien forte, et les beaux chants gardent leur empire. Mais sur les instruments, particulièrement sur le violon et sur le piano, il arrive que des exercices difficiles et quasi acrobatiques, qui ne sont que des moyens, sont pris pour des fins et admirés pour eux-mêmes. Aussi, la musique écrite par les virtuoses est-elle gâtée par ses ornements, hors de propos, mais les compositeurs souvent écrivent pour les virtuoses. Le propre du génie en tout temps est sans doute de reprendre ces formes parasites et de les faire entrer dans la musique, comme il est arrivé pour le groupe, la trille, la chromatique et même les sons harmoniques du violon.